Salut, moi c'est Chloé. Et moi c'est Gaïa. Si tu te retrouves là à nous entendre parler, c'est que tu t'apprêtes à écouter notre podcast. Alors que tu sois avec des potes, seul, dans ton canapé ou même aux toilettes, installe-toi, prends le temps, mets-toi bien. Tu peux même faire des pauses et revenir plus tard, et n'hésite pas à nous envoyer un message si tu en ressens le besoin. Allez, c'est parti! Déjà, bienvenue sur le podcast avec le planning familial sur la thématique de la sexualité. C'est vous présenter du coup? Alors moi du coup je suis Julie, je suis bénévole depuis plus de 3 ans au planning familial et j'interviens auprès de publics très variés. Et moi, c'est Camille, je suis salariée, chargée de prévention, chargée de projet d'ailleurs, je ne sais plus mon intitulé, au planning familial et je suis salariée depuis 5 ans. Il y en a peut-être qui reconnaîtront Camille parce qu'elle était là avec nous à Loge-Plage pendant l'intervention du planning familial. S'ils arrivent à reconnaître sa voix, ils sont quand même... Ouais, mais pour très ceux fort, qui du du coup peut-être non mais peut-être qui du coup se diront il y avait le planning familial qui était sur Loge-Plage, Il y avait peut-être que une c'est cette Camille. personne-là qui était là. Nous étions 3, une chance sur 3, il y avait 2 Camille. Ça, vous devinez laquelle. Du coup, j'ai quelques questions sur le planning familial de manière générale, à savoir de quoi on part au planning familial, à quoi ça sert, quel genre de professionnel y travaille et dans quel cadre est-ce qu'on peut venir vous voir. Alors super vaste question, parce que de quoi on parle planning familial? Eh ben on peut parler de tout. Le planning familial c'est aussi un endroit où il y a des permanences d'écoute par exemple. On peut parler de soi, de nos relations, sur un plan romantique, amical, familial. On peut aussi parler parfois d'usage de substances, alcool, drogue et autres. Parce que le planning familial finalement est formé à pas mal de thématiques vu qu'on a beaucoup de partenariats, qui fait qu'on est vraiment touche à tout quoi. Oui, c'est pas que la sexualité en fait Ouais. le planning familial. En vrai, on a 2 grands sujets, mais qui évoluent au fil des années, puisque c'est un mouvement qui existe depuis 60 ans. Et du coup, c'est une association, déjà vraiment pour commencer, c'est une asso qui est à but non lucratif, 1901, où on va aller, on peut aller à la rencontre des gens, où ils peuvent venir directement dans nos locaux, donc sur 2 volets. Et on est très connu pour parler de sexualité, mais pas que. En fait, sexualité, c'est avec un S, où on est très très au sens large, comme l'a dit Julie, ça peut être plein de thématiques, puisque c'est les questions qui viennent après, ne pas. Mais ça peut être aussi tout ce qui est, quand on entend violence au planning, elles sont très très larges. Violence physique, violence morale, violence sexuelle, discrimination, sexisme, racisme, homophobie et bien d'autres. Mariage forcé. Voilà les 2 grandes thématiques du planning, mais on a aussi d'autres thématiques sur lesquelles on peut, parce que tout n'est pas cloisonné, il y a forcément aussi des choses qui se retrouvent. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, ça dépend des thématiques. Mais on peut aller beaucoup plus loin et on a des formations aussi pour tout ce qui est prévention conduite à risque en milieu festif. J'ai une question un peu plus spécifique. Pour vous, s'aimer, ça se définit comment? Vous avez 4 heures? Ouais, on a le temps, ouais. Bah nous oui, après. C'est très très large. L'amour, je pense qu'il y a autant de personnes que de façons d'aimer différentes. Il y a plusieurs échelles. Ça dépend même d'une personne en fonction de son âge, en fonction de ses rencontres, en fonction de ses découvertes, en fonction de ses amitiés aussi. On avait sondé un petit peu les jeunes sur cette question-là justement à un moment. Ils avaient écrit sur des bouts de papier et on avait eu plusieurs choses différentes, plusieurs réponses différentes. Des choses plus intimes et d'autres plus détachées, synthétiques, ouais. Mais il y avait eu entre autres l'idée d'être confortable avec une personne, de pouvoir tout partager, de se sentir bien. Complicité. Rigolade, Ouais, respect. rire, ouais. Pour d'autres, vont être assimilés à de l'amitié. Il y avait aussi la question de sexualité sur certains mots. On a parlé de jalousie après, donc ça c'était pas comme ça. Ils l'ont pas défini au début comme ça, mais c'est Ça vachement fait partie ressorti de aussi. certaines relations, la jalousie, ça c'est sûr. Ah oui, Dadju nous a fait beaucoup de mal. Ouais. C'est vrai que ces chansons sont pas toujours évidentes. Donc effectivement, on essaie de dissocier nous la jalousie de l'amour au planning familial, puisque c'est un sentiment, on ne choisit pas ce qu'on ressent, mais par contre on peut choisir de comment on va le formuler ou comment on va le aux autres. Et comment on le gère? Exactement. Et en aucun cas, la jalousie n'a été une preuve d'amour, puisqu'on peut être jaloux d'une voiture de luxe, d'une paire de chaussures. Non, c'est vrai que l'amour, de toute façon, c'est un peu propre à chacun. Mais Bah c'était oui, intéressant c'est de voir clair. comment vous en parliez. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'expliquer le fait que c'est propre à chacun et qu'il n'y a pas de convention. Parce que des fois, on se dit, ils aiment comme ça, donc moi, il faut que j'aime comme ça. Et c'est pas toujours Ouais, le ou cas. même se Quoi. dire c'est bizarre, moi je ressens ça, mais normalement on doit pas ressentir ça, ou je devrais pas me sentir comme ça. C'est bon en fait, je pense qu'une des racines finalement c'est le respect. Le respect de ses nuances en fait. C'est ça, du coup le respect implique le fait qu'on respecte, peu importe comment la personne ressent l'amour et comment elle le traduit, et ça fait partie du jeu. Oui, puis quand on rencontre des personnes dans le cadre professionnel, que ce soit une séance collective ou individuelle, c'est pas à nous de définir là t'es amoureux ou là t'es amoureuse. C'est aucun cas, c'est la personne qui va nous décrire ce qu'elle ressent ou pas, mais en tout cas dans ce sens-là, elle va nous décrire ce qu'elle ressent. Nous on n'a pas à dire c'est de l'amour ou c'est de l'amitié ou c'est... Et chacun gère cette étiquette comme il peut, et non comme il veut. Il n'y a pas de définition, Ça, il n'y a c'est bien pas ça. de critères pour savoir t'es dans quelle case, c'est juste unique. Non, on essaie Du même coup. de balayer un peu toutes ces cases. Du coup, une
questions complètement différentes. Le consentement, c'est quoi ? Le consentement, de façon très simple, c'est être d'accord pour dire ou faire quelque chose. Ça ne se restreint pas à la sphère sexuelle. Souvent, on parle de consentement dans le sexe, mais en fait, le consentement, c'est dans la vie de tous les jours. Aussi bien dans des contrats, alors très précis, peut-être que c'est un peu lointain pour les jeunes, mais genre quand on signe un crédit, par exemple, il faut consentir à ce crédit. Ou pour Pour les un ados. règlement de la classe, par exemple, pour du coup des Ouais. collégiens ou lycéens, s'il y a un règlement, le fait de le signer, c'est qu'on consentit à... C'est-à-dire qu'on l'a à lu ce aussi. règlement. C'est-à-dire qu'on l'a lu, c'est-à-dire qu'on connaît toutes les conséquences potentielles si on entrave. Parce que c'est ça aussi le consentement, donc dans la sphère sexuelle où c'est plus proche de notre thématique, c'est qu'on sait à quoi ça nous engage. Le consentement doit être libre, ça veut dire qu'on peut dire oui ou non, on n'a pas de pression. Éclairé, ça veut dire qu'on sait dans quoi on s'engage et on sait c'est quoi les conséquences pour soi, pour l'autre, pour la relation. Et renouvelable. Fait une fois qu'on le fera plus tard. Et au niveau du consentement, c'est vrai qu'en général, il y a par exemple des jeunes, ou même de façon générale, on entend le consentement, c'est quand on dit non. Mais est-ce que quelqu'un qui dit rien, dans le consentement, on considère comment ? Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, on va prendre l'abus sexuel, où clairement il y a un garçon ou une fille qui va s'approcher de quelqu'un, qui va lui faire quelque chose, où elle a ni dit oui, ni dit non, et qui le lendemain va se dire j'en avais pas envie. Comment on considère le consentement du coup à ce moment-là ? Est-ce que le consentement, c'est aussi le fait de se taire, et quand on dit pas non ou ni oui ? Là, il y a un vieil adage qui s'appelle Kindimo consent, qui est horrible, et qui est une phrase d'agresseur ou d'agresseuse sexuelle, très clairement. Parce que, en fait, on dit au planning en général d'intervention, c'est dans le doute, on ne fait pas. Oui, c'est oui, non, c'est non, peut-être c'est non. C'est peut-être important aussi de se mettre à cette place-là, parce que ce soit dans une relation sexuelle ou autre, c'est sans doute arrivé à quelqu'un une fois dans la vie, peu importe le contexte, de pas trop savoir ce qu'on en pense de ce qui arrive, ou d'une certaine situation, ou de quelque chose qui est dit. Donc cet état de ne rien dire, c'est peut-être qu'on n'a pas décidé encore ce qu'on en pense, mais ça veut pas dire que ce sera positif plus tard, quoi. Mais oui, tout à fait, clairement. Et puis il y a aussi des moments où on peut être tellement surpris qu'on ne réagit pas. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas comment réagir, et du coup on ne dit rien, et ça provoque des agressions sexuelles plus graves, comme des viols par exemple. Le consentement, c'est effectivement pouvoir dire oui, et que le non soit écouté aussi. Parce qu'il y a le peut-être, en fait, finalement, le côté je sais pas trop ce qui se passe, parce que souvent les gens peuvent dire oui verbalement, oui j'en ai envie, mais aussi envie n'est pas forcément consentir. Il y a une nuance là-dedans où on peut avoir envie, je sais pas, de manger 5 kilos de spaghettis, mais ne jamais y consentir parce qu'on tient sa ligne par exemple. Chacun a ses propres priorités, ça n'a pas à être jugé. Mais il faut que le non puisse être écouté en fait. C'est aussi, le consentement, c'est autant savoir écouter le oui que savoir gérer un non. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir rejetés ou mal à l'aise ou je ne sais quoi, chacun a ses sentiments lorsqu'on se prend un non, alors que dans le consentement, dans la sexualité... Pour moi, ça en revient au respect en fait, tout simplement, de l'autre et des nuances, comme ce que je disais tout à l'heure, on est différents, on aborde les choses de manière différente et c'est important de le respecter, même si on n'a pas le même avis sur quelque chose. Et c'est important aussi de travailler sur toutes les formes de communication, parce qu'il y a tout ce qui est communication orale, mais il y a aussi tout ce qui est ressenti, verbal, qui doit être pris en compte vraiment dans cet espace de consentement. Et Julie le disait tout à l'heure, éclairé, c'est-à-dire aussi sous substance, peu importe, posé ou non, mais tout ce qui est drogue et alcool, part du principe qu'on ne peut pas être consentant à 100%. Ouais, ça c'est important. Et moi j'avais aussi une question par rapport à des ressentis de jeunes. On a le droit de revenir en arrière quand on a dit oui aussi dans le consentement, parce qu'il y a des jeunes qui se disent ouais mais c'est de ma faute en fait. J'avais dit oui et je voulais dire non après, mais j'ai pas osé, ou je l'ai dit, il m'a pas entendu. Mais en fait c'est ça aussi renouvelable, c'est pas forcément renouvelable de pratique entière plus tard, c'est aussi durant l'acte, durant le moment, et c'est autant sur un plan sexe que dans un date par exemple. En fait j'avais dit oui pour aller boire un verre avec toi, je vois qu'on est ultra gêné depuis 1 heure, ça se débloque pas, bon peut-être qu'on va y mettre fin par exemple. C'est un contrat qui n'a pas une date et il peut changer n'importe quand en fonction de l'un ou de l'autre. On prend souvent l'exemple de la partie tennis. En fait, où si là je demande à Julie de jouer au tennis avec moi. Avec plaisir. Avec plaisir, ok. Là sur le coup j'en ai vraiment envie. Faisons un duo ensemble. Avec grand plaisir. Et du coup, au bout d'un moment, je vois qu'elle me relance pas la balle, je lui mets toutes les balles dans la tronche. Je vais peut-être me poser la question aussi de me dire, je vais pas continuer à m'éclater toute seule. Qu'est-ce qui se passe ? Le but du jeu c'est de jouer à deux justement. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est agréable. Après, on arrive à la base de la sexualité, ça sert au plaisir. C'est ce qu'on disait hier d'ailleurs. Exactement. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, on disait que le consentement, je m'étale un peu là-dessus, mais c'était pas que dans les pratiques sexuelles, c'est aussi dans une relation en fait, de façon générale. Parce que c'est vrai qu'on a des jeunes qui des fois se disent moi ça j'autorise pas à mon copain, ou ça je veux pas, et en même temps la personne elle a envie. Est-ce que le consentement aussi dans une relation existe en fait, hormis les pratiques sexuelles ? Bah oui, clairement, le consentement en fait c'est à toute étape dans les relations sociales en général, dans les relations à l'autre, dans les relations à soi aussi, clairement. Et puis le mot il a été posé, il a un aspect aussi juridique où il est vraiment été posé. Alors c'est assez compliqué parce que c'est du cas par cas, mais il y a vraiment un sens consentement. Ça c'est bien à savoir. Une dernière petite question un peu générale. Vers quel professionnel est-ce qu'on peut se tourner pour parler, pour aborder les problématiques de la sexualité ? Pour les jeunes en général, les plus proches, je pense aux infirmières scolaires. Au collège et au lycée, elles sont là souvent quelques jours par semaine et en général, c'est vers elles qu'il faudrait essayer. Normalement, elles sont formées à ça. Sinon, tout ce qui est médecin, les médecins sont garants du secret professionnel. Après, même si on élargit un tout petit peu au champ des proches, il y a des personnes qui vont plus à l'aise parler avec, je sais pas, un prof de sport, un parent, ou un oncle en même temps.
différentes. Mais il y a aussi tous les centres de planification du département qui sont bien différents du planning familial, c'est important de le dire, puisque nous, le planning familial, on fait de la prévention de l'information, de l'orientation. On n'a pas d'équipe médicale, c'est les centres de planification qui, eux, sont d'équipe médicale, qui pourront aussi accompagner. Planning et centre de planification, on fait de l'accompagnement, les deux structures, sur la vie affective et sexuelle et les violences. La seule nuance, c'est qu'au planning familial, on n'est pas médecin. Ouais. Donc, on n'a pas de prescription, il n'y en a pas de suivi médicaux. Qui nous renvoie à votre première question qu'on n'a pas répondu. C'est ça, Il finalement. y a qui au planning familial? C'est une grande équipe, le planning familial. Alors, on est une grande équipe de 250 bénévoles. Je commence par eux parce que c'est eux qui font tenir le planning aussi. Ils sont plus ou moins actifs vraiment en fonction du temps qu'ils ont à donner. 250 bénévoles qui nous accompagnent sur toutes les actions et toutes les missions. C'est important dans tout le département puisque c'est une association départementale. Une équipe de 5 salariés également, une gestionnaire administrative et 4 salariés de terrain et plus de 400 adhérents. Et nous, au niveau du territoire, c'est vrai qu'on intervient sur le Sud-Touraine, toute la Comcom. Vous intervenez sur ce territoire-là aussi? Oui, absolument. D'ailleurs, on a des permanences différentes dates, parce qu'on vient assez fréquemment, pouvoir justement rencontrer le public et être disponible pour toutes les questions, orientations potentielles. Ces permanences, elles sont ouvertes à toutes et tous. Alors, sans rendez-vous en temps normal, la période Covid, le pôle social demande de prendre des rendez-vous. Mais on a aussi d'autres actions directement dans les structures. Je pense au collège Georges Besse. On travaille avec le PIGE, on travaille les Restos du Cœur de Loche aussi. Puis vous participez aux événements aussi. Bah oui. On vous a quand même un petit peu vu là-bas, quoi. Exactement. Et bah du coup, on va passer sur les petites questions des jeunes. Il y avait une des questions, mais vous avez un peu dit tout à l'heure quand vous receviez des jeunes, vous définissiez pas ça avec eux. Je fais juste un petit disclaimer pour le podcast. Ces questions-là, on sait que vous pouvez pas y répondre. Enfin, souvent, c'est au cas par cas et c'est en fonction de la personne que vous pouvez répondre vraiment précisément à ces questions. Mais là, on va faire un peu du général. Mais concrètement, la première question, c'était: j'ai des délires avec quelqu'un, je m'entends très bien avec cette personne, mais je n'arrive pas à dissocier si c'est de l'amour ou de l'amitié. Bah plutôt, elle lui dire quelle importance ça a pour toi de qualifier c'est quoi de l'amour et c'est quoi de l'amitié. Est-ce qu'il y aurait une différence entre se positionner en tant qu'ami ou se positionner en tant qu'amoureux, amoureuse? Voilà, c'est aller questionner aussi ce truc-là. Et si ça a de l'importance pour cette personne, tant mieux. Pour le coup. Enfin, on n'est pas dans le jugement. Jamais de jugement. Ouais, puis finalement, ce serait quoi le but? C'est-à-dire, amour ou amitié, bon, mais il y a des couples mariés qui ont des enfants, qui sont meilleurs amis et qui sont pas forcément heureux. Enfin, c'est effectivement, c'est à quoi sert l'amour, à quoi sert l'amitié, dans quelle proportion? Est-ce que parce qu'on est petit copain de quelqu'un, petite copine de quelqu'un, on est forcément que amoureux? Parce que dans le petit ami, il y a ami. Et parfois, on peut être très intensément ami avec quelqu'un et c'est mieux qu'être amoureux de quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, quoi. Ouais. Donc ça dépend de ce qu'on veut avec la personne et de comment on se sent avec elle. Et ben peut-être que pour elle, la définition d'amour ou d'amitié, ça sera pas la même non plus. Donc en fait, c'est ça aussi. On dit souvent quand on est en couple ou quand on est dans des couples, de voir la même définition et d'être sur la même longueur d'onde, c'est peut-être le plus important plutôt que de définir qui on est exactement. C'est quoi tes envies? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as envie d'être seule? Est-ce que tu as envie d'être à deux? À quel moment? Et là, on rentre dans la communication, dans le consentement. Ouais, donc c'est plus se poser des questions sur soi, qu'est-ce qu'on définit chacun. Pouvoir discuter à deux de notre couple, c'est quoi? Ou notre couple d'amis ou d'amour, peu importe, mais c'est quoi nous à deux, quoi. Mais oui, du coup, à 2, à 3, à 4. Oui, on élargit, mais voilà. Mais du coup, les petites questions qu'elle peut peut-être se poser, c'est juste moi, comment je définis l'amour, comment je définis l'amitié. Peut-être aller voir la personne et lui dire, toi, qu'est-ce que tu projettes, et pouvoir se dire, qu'est-ce que moi j'en attends vraiment. Passer, en fait, c'est-à-dire dépasser les étiquettes couple, petit copain, dépasser ces étiquettes-là, qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre dedans finalement. Oui, c'est vrai que souvent on aime bien délimiter les choses et dire c'est soit ça, alors que ça peut juste transitionner ou pas. Vraiment, c'est rassurant d'avoir des cadres qu'on connaît et qui ressemblent à ce qu'on a déjà vu, mais parfois, il vaut mieux voir ses propres cadres. Oui, parce que ça peut être bouleversant de ne pas rentrer dans certains cadres aussi. D'avoir l'impression de ne pas être normal, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste tout le monde est différent, quoi. Et plus on grandit, plus on s'en rend compte. Et bah du coup, je vais revenir sur une autre question, donc concernant les règles. Est-ce que les règles, c'est sale? En fait, les règles, ce n'est que du sang, donc c'est pas sale en tant que tel. On dit souvent que c'est sale parce que ça sort du vagin, qui du coup ensuite ramène à la vulve, et du coup, cette zone-là est en général considérée comme sale, mais c'est pas sale du tout. C'est quoi la vulve, Julie? C'est vrai, c'est quoi la vulve, Camille? Une pub, c'est quoi la vulve, Julie? Alors la vulve, c'est la partie externe du sexe féminin. Souvent on l'oublie, on parle souvent du vagin, de la chatte, mais la vulve, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Les personnes qui ont des vulves ont beaucoup de choses entre les jambes, en fait. On dit souvent les filles entre les jambes, mais non, il y a beaucoup de choses finalement. Les règles, ce n'est pas ça du tout, c'est naturel en fait. Et c'est au contraire le signe que le corps de la personne fonctionne bien. Donc c'est un bon signe en général, au contraire. Et je veux juste aller un peu plus loin dans cette histoire-là. C'est naturel, est-ce que les garçons doivent rester en dehors de ça? En fait, ça dépend de chacune et de chacun. Parce que je dis chacune et chacun parce que il y a des garçons trans qui ont leurs règles et qui ont des vulves. Parfois ont des vulves. Donc en fait, ça dépend de la personne qui a ses règles. Si elle veut en parler, si elle veut inclure d'autres personnes, qu'à cela ne tienne,
mais en principe, il est quand même mieux de ne pas culpabiliser quelqu'un, faire honte à quelqu'un, insulter quelqu'un par rapport au fait qu'il ou elle a ses règles. Parce que typiquement, on entend ça encore beaucoup trop souvent, mais si Camille est en colère pour une raison X ou Y, le premier réflexe que quelqu'un pourrait faire, c'est « bah alors, t'as tes règles ?» Alors que non, c'est-à-dire que non, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est que la personne qui a ses règles choisira ou non de partager avec quelqu'un de plusieurs ou de partager certaines informations, mais en aucun cas les personnes extérieures devraient culpabiliser cette personne ou y intervenir être sans négatif le par rapport à ce consentement, qu'on en fait. Ouais, C'est ça. Moi j'ai une question. J'ai vu il y a pas longtemps que les établissements allaient refuser l'excuse des règles pour aller à la piscine. Que clairement on allait arrêter de dire que bah voilà, parce qu'on sait que les jeunes filles quand elles inventent leurs règles tous les 4 matins pour ne pas aller à la piscine. Moi j'ai vu qu'apparemment les profs étaient en droit maintenant de refuser et de demander aux jeunes de venir quand même et de se débrouiller pour ça. Est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Moi, Ok. oui. Pour le coup. En fait, c'est simple. À la piscine, c'est quoi? Ça veut dire mettre un maillot de bain, ça veut dire forcer quelqu'un à se déshabiller. Si quelqu'un ne veut pas le faire, on n'a pas à le forcer. Qu'importe l'excuse, en fait. Point, ça s'arrête là. D'autant plus, c'est des âges où le corps se transforme à de nombreux niveaux. Les poils apparaissent, les seins parfois apparaissent aussi, les hormones changent, on se sent pas bien dans son corps, ou parfois on se sent bien, dans tous les cas, que personne n'a le droit de nous forcer à faire quoi que ce soit si on ne le veut pas. Le problème de la piscine, d'autant plus, c'est que ça inclut un tampon, et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise à se mettre des tampons lors de leurs règles, quoi. Ça s'arrête là, tout simplement. Donc encore plus, on n'a pas à obliger quelqu'un à introduire quelque chose à l'intérieur de son vagin Tout à fait. sans Ouais. consentement. Ah, parce que c'est vrai que c'est Rappelons-le. compliqué pour les élèves de se dire à tous les coups je vais me faire punir, je vais me faire coller, je vais avoir toutes les conséquences qui tournent autour de soi. Donc bah du coup je me sens un peu obligée de dire oui parce que bah... Ah non, mais Ça à la peut être, limite, qu'elle respecte les règles. Qui doit respecter les règles? C'est-à-dire, ils y vont, elle y va, mais elle s'habille pas. Elle reste habillée au bord de la piscine. C'est-à-dire que personne, littéralement, même ton prof de sport, quitte à la coller, n'a pas le droit de lui mettre un orteil dans l'eau. Littéralement. Ce n'est pas normal ni acceptable. Ni Ouais, éducativement probant, je pense, à mon avis. Ça peut être assez traumatisant. Je pense que moi, je sais que la première fois où j'ai essayé de mettre un tampon, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Ah, mais Et quel c'était enfer. justement pour aller à la piscine. Et je me retrouvais toute seule dans les toilettes avec un tampon comme ça dans les mains. J'ai déballé le truc et je comprenais que dalle. J'ai pas réussi à le mettre. Et en fait, c'est hyper stressant, quoi. Il y a personne pour t'expliquer. T'es tout seul dans ça cette fait situation. mal des fois. Puis des fois, tu peux avoir honte, ne pas savoir comment en parler, ne pas savoir quoi faire. Puis Enfin, t'as peur c'est- qu'ils ressortent parce Ouais, que d'un coup c'est c'est pas pas ce qui va sûr, se passer c'est à la ça. piscine. Enfin bon, Et si Tu j'étais fais une à race Luche. un peu vénère. Ouais, c'est Ce qui me fait tilt moi aussi là par rapport à ces professeurs qui devraient obliger, c'est qu'on est vraiment dans une société très ambivalente. C'est-à-dire qu'on apprend aux femmes que les règles ça fait mal, qu'on doit souffrir, qu'on doit avoir mal, mais en même temps on n'a pas le droit, et le droit légitime parce qu'il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ne peuvent pas se sentir bien pour aller à la piscine quand ils ou elles ont leurs règles. Donc on est vraiment sur cette ambivalence totale de se dire on impose alors qu'on nous a appris quand même que les règles il fallait souffrir. Et puis on nous apprend à la fois que les règles c'est personnel, mais d'un coup on a l'impression que ça fait partie de Exactement. la société quoi. Nos règles appartiennent à tout le monde quoi. Ouais, c'est des ça. fois, c'est un On peu, doit c'est déclarer, un peu ouais. tabou. Moi, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'allais voir une surveillante à un moment, j'avais besoin d'aller aux toilettes, parce qu'il y a des moments où il y avait le bazar, ils fermaient les toilettes. Sauf qu'il m'a fallu que j'y aille, j'avais mes règles, donc je suis allée voir la surveillante et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'ouvrir les toilettes? J'ai mes règles. Et elle était choquée, parce que j'ai dit règles. J'ai pas dit ragnagna, j'ai pas dit mes nounours, je ne sais pas déjà. Je me dis, j'ai mes règles, elle m'a dit, bah, dis donc, T'as pas eu menstruation. ça l'a vraiment perturbée, quoi. Non mais même ça, le fait de pas pouvoir aller aux toilettes et de devoir lever la main pour Oui, dire j'ai mes règles pour aller aux toilettes. Enfin tu vois, je me dis c'est des trucs quand même pour les jeunes filles qui viennent de les avoir. Déjà clairement toutes les familles sont pas aptes à vouloir en parler avec leurs enfants et du Ouais. coup il y a un tabou qui est créé là-dessus et enfin les jeunes filles se retrouvent avec du sang dans leur culotte à pas trop savoir quoi en faire. Et en plus de ça t'as ton école donc le deuxième palier que tu vois le plus souvent qui te dit bon non t'iras pas aux toilettes. Non on n'a pas de quoi t'aider pour te protéger et bah tu te débrouilles, tu vas à la piscine quand même. Plus, ce qui est dingue, c'est que ça sous-entend que les personnes peuvent prévoir leurs règles. Mais en fait, à cet âge-là, souvent, c'est complètement irrégulier. Donc, Oui. c'est Ouais. raison de plus pour dire, bah écoute, frère, non, Et pour parfois dans le certains, bus, t'en même rends plus compte, tard puis tant d'ailleurs. pis. Hein, c'est... Ah oui, mais tout à fait. C'est assez personnel aussi, quoi. Ouais non c'est clair. Clairement. Et bah c'est bien comme ça chacun a ses règles et puis on laisse les gens tranquilles. C'est ça. Non mais C'est la meilleure conclusion. Non, mais c'est- on laisse les gens tranquilles. C'est bien aussi quoi. Je vais avoir deux petites questions qui vont être un peu liées, mais est-ce qu'il existe des structures qui fournissent des capotes gratuites? Et je vais aller dans la même lignée. Est-ce que le lubrifiant c'est comestible? Alors, pour le lubrifiant, oui. Le lubrifiant est comestible. Alors, il y a différents types de lubrifiants. Il y en a à base d'eau, il y en a à base de silicone, il y a à base de corps gras. Eau, c'est sûr que c'est comestible. Pour le reste, en général, ce sera marqué sur le flacon. Le flacon ou l'échantillon, c'est nécessaire d'être marqué. Mais en fait, la question, autant pour le lubrifiant que pour les capotes, c'est comment on choisit. Et dans ces Ouais, cas-là, on dit qu'il y a 3 trucs à regarder au planning. C'est la date de péremption, les normes Ah, françaises c'est ou ENF. certifiées européens, c'est EONF, et l'intégrité du paquet. Quand on appuie dessus, il doit y avoir une petite bulle. Voilà, ce qui fait qu'il n'est pas troué.
Ok. Où est-ce qu'on peut avoir des présos? Alors, normalement, on peut en avoir auprès de son infirmier ou son infirmière scolaire. Ok. C'est important, normalement, ils sont aptes à en donner comme des protections hygiéniques. Par exemple, nous sur le territoire, des infirmiers scolaires, des fois il y en a qu'une qui Ouais. vient dans la semaine. Ouais. Donc Yes. du coup, dans ces moments-là, quand il n'y a pas d'infirmière, Alors, on peut aller voir le planning familial. Nous, on en donne toute l'année gratuitement des préservatifs internes, des préservatifs externes, ce qu'on dit masculin ou féminin. On peut aussi aller voir son médecin traitant. Aujourd'hui, c'est remboursé. Il faut une prescription, on va à la pharmacie, et la mutuelle et D'accord. la sécu remboursent. Du coup, j'ai une petite question par rapport à l'infirmière, au planning familial, au médecin traitant. Si on va chercher des capotes et qu'on est mineur, est-ce que les parents sont au courant? Alors non, à aucun moment. En fait, la plupart des structures qu'on cite sont souvent confidentielles, anonymes et gratuites. Confidentiel, ça veut dire que ce qui dit, il reste. Anonyme, on vous demande pas votre nom. Et gratuit, vous venez, il n'y aura rien à débourser, quoi. C'est valable pour la plupart des structures médico-sociales. Comme les aiguilles de rue. Voilà. c'est bien de. Donc, Petit rappel. on peut donner des capotes, mais on n'en a pas beaucoup en stock. Hein, donc, Ah, vous les chopez. est-ce que coucher avec quelqu'un qui a le sida, ça peut me le transmettre? Et est-ce que c'est possible de coucher avec quelqu'un qui a le sida? Alors, déjà, sida et VIH sont deux choses différentes. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience humaine acquise. Donc ça veut dire qu'en gros, la maladie, le syndrome est déjà là. Le VIH, c'est ce qui cause le syndrome. Donc il y a à la fois le virus et la maladie, qui sont deux choses distinctes. Aujourd'hui, en France, on dit qu'on ne meurt plus du sida. Ça veut dire que le temps que le VIH se développe, on peut vivre normalement sans que la maladie arrive. Presque, on peut coucher avec quelqu'un qui a le VIH. Si elle dit oui, si vous en avez envie, vraiment au sport. N'hésitez pas, mettez un préservatif et tout ira bien. Surtout, en fait, c'est... Comment dire? En fait, ouais, je rebondis. Il y a aussi des traitements qui existent. Alors, c'est faux, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de traitement qui soigne du VIH. Par contre, on peut vivre avec. Voilà. En fait, l'objectif, c'est de faire baisser, pour être très synthétique, faire baisser la charge virale pour éviter que le virus se répande dans le corps. Et ce traitement qui s'appelle la trithérapie fait que le virus ne se développe pas. Et du coup, des fois, il y a tellement une charge virale basse, mais ça, c'est quand on est suivi régulièrement aussi. Et quand on prend bien son traitement. Exactement. Qu'on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif. Mais ça, il faut avoir le du corps médical. Ouais. Et Camille a souligné, c'est-à-dire que c'est avoir un suivi, avoir un traitement et le prendre régulièrement. Mais pour savoir tout ça, il y a une base initiale, c'est le dépistage. Et le dépistage, ça reste la base de la prévention des risques des IST et MST. On dit IST maintenant et plus MST car c'est un peu moins stigmatisé. C'est de se faire dépister régulièrement ou à chaque nouveau partenaire. Et ça, qu'on ait peur d'avoir une maladie ou non, ça change rien. On peut faire le dépistage et comme ça, on est sûr et on peut garantir aussi l'autre personne avec qui En fait, même d'autant plus si on a peur d'avoir une maladie, c'est-à-dire que pour être sûr de ne pas l'avoir, autant le savoir. Et les dépistages, la plupart sont pris en charge maintenant par la sécurité sociale, donc c'est-à-dire que la personne n'a pas à débourser quoi que ce soit, si c'est en laboratoire. Par contre, si dans des structures, par exemple un Cégide ou un centre de planification, c'est encore une fois anonyme, confidentiel et gratuit. Donc on peut faire un check-up complet, donc VIH, syphilis, chlamydia, gonocoque, de façon gratuite, très rapide. C'est vraiment l'histoire de 2 cotons et c'est fini. Et comme ça, on est sûr de son statut sérologique, c'est comme ça qu'on dit. Et si, admettons, moi je vais faire les tests avec mon copain et je me rends compte que il a le VIH ou le sida, j'ai quand même vachement envie de rester avec. Qu'est-ce que je fais pour moi me préserver en tant que personne de pas l'avoir? En fait, c'est juste en attendant, on met un préservatif. En attendant que la personne ait un traitement adéquat qui lui convienne, parce que la trithérapie, c'est pas non plus automatique. Il y a des essais-erreurs avant que ça fonctionne correctement et que la personne se sente bien avec, car c'est un traitement qui est lourd, malgré C'est ça, tout. pas culpabiliser la personne qui peut-être ne voudra pas le prendre, quoi. En fait, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait l'option dans le sens où si le sida arrive, Ah oui, ça permet ça permet de ne pas développer la maladie. Et Ok. le sida, une fois qu'on l'a, fini. Ouais. Le sida, c'est vraiment le dernier stade de l'évolution du virus. Ouais, il y a entre 1 et 3 ans d'espérance de vie lorsqu'on a le sida. Une fois qu'on prend la trithérapie, même si c'est un traitement qui est lourd et qui demande une régularité sans faille, on vit normalement. Les personnes aujourd'hui qui ont le VIH et qui sont en trithérapie ont une espérance de vie qui est égale à des gens qui ne sont pas atteints du VIH. On peut faire des enfants. Ça, Donc, c'est important on de peut le ne savoir. pas transmettre à son bébé. Si une femme enceinte a le VIH et qu'elle a un enfant et qu'elle allait, elle peut ne pas le transmettre. Alors que normalement, le lait est un liquide contaminant. Donc en fait, c'est important, mais dans une relation, ça n'a pas à être grave. Dans une relation, c'est simplement en parler. Mettre des préservatifs s'il n'y a pas de traitement, si on ne connaît pas ses statuts. Parce qu'il y a le VIH, mais il n'y a pas que. Il y a aussi de nombreux autres IST qui existent et dont il faut aussi se méfier, qui sont souvent silencieuses. Silencieuses, ça veut dire qu'elles n'ont pas de symptômes. Qu'elles n'ont pas de symptômes tant qu'elles ne sont pas trop graves. Sauf qu'au moment où les symptômes apparaissent, souvent les
les dégâts sont déjà irrémédiables. On pense par exemple au chlamydia chez les hommes, c'est très souvent silencieux, c'est plus souvent silencieux chez les hommes, alors que pourtant les dégâts c'est la stérilité quoi. Ça va à ce niveau-là de problématique. Mais c'est un peu tabou les IST quand même. Parce qu'on a l'impression qu'on a, enfin moi de ce que j'entends c'est les IST c'est crade quoi. Enfin si t'as ça c'est que t'es une personne qui est crade, tu vas coucher de gauche à droite, tu prends pas soin de toi. Je me dis est-ce que concrètement ces maladies-là c'est vraiment ce qu'on dit c'est sale ou est-ce que non en fait c'est juste une maladie et on cherche souvent le coupable de qui nous l'a transmis mais il y a bien quelqu'un qui a commencé par le contracter et on sait pas d'où ça part en fait. Bah ouais, puis en fait c'est aussi un a priori sur la sexualité en général, c'est que le sexe c'est forcément sale. Les règles sortent dans le vagin donc c'est sale, les IST ça touche au sexe donc c'est sale et en plus le sexe c'est aussi tabou donc faut faire... Après je pense que c'est pas tant une question de qui est le coupable que qui est le responsable. La sexualité avec quelqu'un autre que soi, c'est avant tout une responsabilité qu'on a avec l'autre et aussi avec soi. Donc c'est savoir se protéger et faire des choix en pleine conscience. On revient au consentement, le consentement éclairé c'est ça. Typiquement faire l'amour sans préservatif avec quelqu'un qui est contaminé par le VIH et qui ne vous ne le dit pas, et si elle est au courant et qu'elle fait l'amour avec vous sans préservatif et qu'elle vous le transmet, c'est aujourd'hui pénalement répréhensible. On n'a pas le droit de transmettre une maladie mortelle, parce que si ça se développe, c'est foutu, à quelqu'un, c'est illégal en fait. Donc les IST, non c'est pas sale, ça arrive à tout le monde, il y a une façon qu'on peut choper une gastro, un rhume. Effectivement que ce soit une gastro ou un rhume, on est humain, on est des machines biologiques, et oui il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a des virus qui peuvent nous atteindre. L'important c'est de se faire diagnostiquer, de connaître ses statuts et de se renseigner auprès des bons médecins pour avoir des traitements appropriés. Car mis à part le VIH, tout se guérit. Ouais donc c'est important la prévention, aller se faire dépister. Bah ouais. C'est ça, il y a des gens qui vont se faire dépister tous les 6 mois. Ouais. Disant, tiens, c'est régulier, j'ai pas de partenaire régulier, mais en tout cas tous les 6 mois je vais me faire Il dépister. faut prendre un rendez-vous pour se faire dépister? Ça dépend. Ouais, ça dépend du lieu. Au Cégide, qui est Centre anonyme et gratuit. d'information. Donc il faut prendre rendez-vous et ça sert à rien de se faire dépister 6 semaines avant une prise de risque. Ok. Voilà, ça c'est vraiment important. Pendant les 6 semaines, on met un préservatif ou on s'abstient. Mais en tout cas, il ne faut pas se faire dépister avant, puisqu'il faut bien 6 semaines pour déceler toutes les IST. Alors en principe, s'il y en a certaines se feront sentir avant, normalement, si on a une. Mais bon, dès que c'est 6 semaines, c'est pour avoir un spectre large. C'est parce que le VIH met du temps à se dépister. C'est-à-dire qu'après une prise de risque, il faut attendre, comme dit Camille, 6 semaines pour voir s'il y a un VIH qui s'est développé. Et c'est pendant cette période-là où on a le plus de risque de contaminer. Enfin, c'est important. En fait, pour ne pas... Quand on contamine facilement, si on ne sait pas, en fait, tout simplement. Oui, donc, c'est les personnes qui transmettent le plus, c'est celles qui ne savent pas leur statut sérologique. C'est ça. Clairement. Donc pour protéger les autres et soi, on se fait dépister. C'est bien ça. C'est beau. Ouais, Du bien, coup, celle-là, en plus. la prochaine question, c'est pas vraiment une question, mais plus une situation. Ok. Une jeune qui nous dit « J'ai envoyé des nudes à mon copain et il s'est amusé à le diffuser. Je me sens mal et coupable car tout le monde les a vus. » Eh ben déjà, je suis désolée pour toi car ce n'est pas une situation normale qui a lui arrivé. Ce qui se passe n'est pas du tout normal et pénalement répréhensible. D'autant plus si la personne est mineure, c'est ce qu'on appelle la pédopornographie et c'est puni de prison. Donc ce n'est pas du tout normal, elle n'a pas à se sentir mal. C'est pas elle qui doit se sentir mal, c'est lui parce qu'elle a envoyé des nudes, j'espère, dans une relation où elle se sentait en confiance et où elle aurait partagé ça avec quelqu'un qu'elle appréciait un petit peu. Et le fait qu'il ait trahi sa confiance n'est pas normal, d'autant plus des photos aussi sensibles. Du coup oui c'est répréhensible même si de son plein gré elle a envoyé ses photos à cette personne-là. Ouais. Alors bien sûr, parce qu'elle les a envoyées qu'à cette personne-là. Oui. Et en fait, c'est à la fois son droit à l'image qui joue et l'aspect pédopornographie. C'est ça, du coup, l'aspect pédopornographie, c'est pas... Enfin, si les deux sont mineurs, ça ne change rien. En fait, à partir du moment où la photo d'un corps mineur, érotique ou sexuel a été prise, oui, c'est problématique. Seulement, à partir de ce moment-là, c'est pédopornographie. Il n'y a pas photo. Enfin, si, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle est bien celle-là. Et en général, en fait, dans ces cas-là, on va pas dire aux jeunes n'envoyez rien parce que on sait que ça servira à rien. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça, c'est que encore Ouais. une fois, c'est ça, c'est que en général, soit c'est fait dans une relation de confiance et encore pas tout le temps, des fois c'est juste une photo qui est envoyée comme ça et voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on estime que quand on l'envoie à cette personne, elle reste avec cette personne et ça va pas plus loin quoi. Ouais. Malheureusement, ça explose dans les diffusions. Enfin, Bah, en ce c'est moment, ça. on est vraiment dans du... Avec Snapchat, Instagram. Ouais, et puis dans des menaces de je vais diffuser tes nudes si tu Ouais. fais pas ci. ou Ça, tu c'est fais bien pas d'être ça. quand même au courant de ça, en fait, de savoir que si on Il y a le une fait loi d'être qui protège. conscient quand même, déjà qu'il y a une loi qui protège, Ouais. et d'un autre côté que c'est possible la diffusion, parce que même s'il y a une loi derrière, le fait que ce soit diffusé, ça reste quand même quelque chose de blessant, donc d'être au courant que ça peut arriver, et de faire ça en pleine conscience aussi, Alors, c'est... pleine conscience et ou aussi réduction des risques. C'est-à-dire aussi ce qu'on dit au planning, c'est vous pouvez prendre des photos de ce que vous voulez. Par contre, vous arrangez pour qu'on ne puisse pas reconnaître le fond. C'est-à-dire vous mettez pas votre chambre avec votre poster spécifique des années 80 que personne n'a d'autre. Vous mettez un fond neutre et vous mettez pas votre visage ou de signes distinctifs.
c'est des tatouages qui sont très bien précis, ou des grains de beauté très placés, vous êtes connu pour ce grain de beauté pour des raisons X ou Y, vous évitez de les mettre sur la photo, tout simplement. Et on coupe son visage, et on met des fonds qui sont assez neutres pour ne pas qu'il y ait de problème. Si jamais il y a la moindre diffusion, vous n'en souffriez pas, on ne puisse pas vous reconnaître dessus. C'est vrai qu'en plus après ça peut avoir un impact. Je pense qu'il y en a qui ont déjà eu des répercussions sur le travail, sur tellement de choses, qu'au moins s'il n'y a pas ça, il y a toujours le bénéfice du doute, même si nous on le sait au fond de nous, hein, quand c'est nous sur la photo, nous on le sait. Mais au moins ça laisse au moins le doute de si un jour cette photo elle finit par un peu disparaître. Bah, ça réduit l'impact en fait, l'impact potentiel sur soi et son cercle social. Ouais. Après, on peut parler aussi de traumatisme quand ces photos elles sont diffusées, donc pas hésiter à pousser certaines portes, pouvoir travailler aussi sur ces traumas-là. Parce que c'est important. Et ce n'est pas une situation normale ni acceptable. Mais c'est vrai que les réseaux n'ont pas beaucoup aidé sur ça. Mais du coup, c'est aussi important de responsabiliser la personne qui l'a diffusé, lui expliquer que c'est moralement et pénalement répréhensible et que ça ne doit pas être refait sous aucun prétexte. Du coup, ce qui vient après, c'est une question. J'ai 16 ans et j'ai un copain. Est-ce que c'est normal de commencer à vouloir explorer le corps de l'autre ? Bah ouais. À tout âge d'ailleurs, chacun a ses rythmes. Tant que la personne est en face et d'accord, c'est tout à fait. En fait, la norme en elle-même, être normal, ça n'existe pas vraiment. C'est tant qu'on se sent bien, qu'on en a envie et que toutes les personnes concernées sont d'accord. Bon bah, vamos, hein, amusons-nous quoi. Non mais clairement, sincèrement. Donc oui. Mais c'est vrai que notre sexualité, on l'imagine vachement par rapport à ce qu'on connaît autour de nous en fait. Si par exemple nos parents, ils ont été longtemps ensemble, on se projette un peu comme ça. Si par exemple tous nos amis ont couché à 14 ans, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour rater ça ? Enfin, c'est ça, souvent notre sexualité, on veut l'imager par rapport aux autres, et en fait on se rend compte que... Et puis après il y a tous les trucs un peu standards de la société, de comment on évolue normalement. Tu parles du couple, de la maison, du mariage et de l'enfant. C'est ça, la barrière blanche, le chien. Il y a les bonnes études, après tu rencontres quelqu'un, tu te maries, t'as la maison, le chien, l'enfant... Le travail c'est bien aussi, si tu peux le glisser. Oui, le travail, pas le travail. évidemment. Mais oui, du coup, il y en a que ça peut questionner de se dire, bah mince, est-ce que je suis dans le bon schéma ? Et à mais il y en a pas. en fait, s'il n'y a pas du tout, la personne a 16 ans et qu'elle a un copain ou une copine et qu'elle n'a pas du tout envie d'explorer le corps ou son propre corps, c'est ok aussi en fait. Bah moi j'avais posé une question par rapport à ça, mais du coup, est-ce que forcément s'aimer, c'est coucher avec quelqu'un, c'est avoir une sexualité, est-ce que c'est indissociable ? Non. Il y a même des sexualités qui ont été nommées par rapport à ça. Je pense à la sexualité, par exemple. Être asexuel, ça veut dire ne pas ressentir de désir pour des personnes qu'on aime amoureusement, ou même d'ailleurs pour des personnes on ne ressent pas de désir, et ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas avoir une vie de couple et ne pas être amoureux et ne pas avoir d'enfants aussi. Ça veut juste dire qu'on ne ressent pas de désir et c'est ok. Il y a des couples qui décident de ne pas avoir de relations sexuelles, mais qui en ont avec d'autres personnes et qui pour autant sont en couple, vivent ensemble, ont une vie de famille. Absolument. Et voilà, il y a des schémas, il y a autant de schémas que de gens, quoi. Tout à fait. Et une autre question par rapport à ça, est-ce qu'une relation sexuelle, c'est forcément une pénétration ? Là, c'est le porno qui a beaucoup imagé les l'imaginaire collectif. On peut classer, hein. Quelle première étape, deuxième étape, troisième étape, le porno, mais ben non, il y a tellement de sexualités différentes. C'est quoi le plus grand organe sexuel du corps ? Le plus grand et le plus gros ? Vraiment ? Je sais pas, en vrai. La peau ? Ah, c'est très basique. Alors, hein. je ne savais pas que c'était un organe. Hein, alors, c'est pas l'organe à partir du moment où c'est organique en fait. Donc, je joue aussi la définition. C'est vrai que nous, on a fait toutes les parties du corps à l'intérieur. Alors, l'oreille, peut-être ça marche, on sait pas. Non, mais c'est la peau en fait. Tout simplement. Et nous, dans le sens, nous, Européens, on est très centrés sur tout ce qui est génital, donc pénis, vagin, anus, cette zone-là spécifiquement. Mais il y a beaucoup plus à explorer parce que les corps sont entiers, quoi. De la tête aux pieds, littéralement. Mais ça, on avait parlé justement des jeunes avec les jeunes des oreilles. Ça peut être un point sensible. Et en effet, tout le corps peut être un point sensible pour une personne, en fait. Selon la personne, selon comment c'est stimulé, selon le type de relation. Ouais, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi une connaissance de son propre plaisir perso aussi, de savoir ce qu'on aime moins, de se connaître nous, pouvoir aussi guider l'autre dans ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas. C'est bien aussi le fait de guider l'autre, parce que je pense qu'il y en a, c'est difficile des fois de visualiser que c'est pas inné en fait. On ne sait pas forcément avoir un rapport sexuel dès le début et c'est normal et ça se construit. Et en plus, d'une personne à l'autre, ça va changer, même soi en fait, en fonction d'avec qui on est, de comment ça se passe. Clairement, on évolue, on est dynamique quoi. Là, c'est pas toujours la même chose. C'est pour ça qu'on entend les bons, les mauvais coups, ça n'existe pas. Deux personnes qui n'ont pas aussi réussi à communiquer un instant T sur leur plaisir et leur compatibilité à ce moment-là en fait. C'est ça. J'entendais parler de ça tout à l'heure quand tu disais de se découvrir soi, mais moi j'ai l'impression par exemple que la masturbation féminine est plus tabou que la masturbation masculine, parce que clairement les garçons peut-être on parle plus facilement ou en tout cas ça a été plus, enfin c'est ce qu'on entend le plus parler et j'ai l'impression que c'est vraiment tabou en fait pour les filles. Enfin il y en a presque je pense qui sont gênés en fait de se dire moi je le fais et ça se trouve c'est bizarre, j'ai pas à le faire ou je sais pas. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas que les filles c'est possible peuvent aussi se masturber. Ils peuvent aussi prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. Non, un plaisir
avec leur corps, le plaisir toute seule sans garçon. Non mais ouais, clairement. Alors que paradoxalement, c'est nous les filles qui ont le plus grand shot sextoy, quoi. Faut pas... c'est très très varié. Donc ouais, alors que c'est encore tabou, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est aussi, je pense, qu'il y a cette croyance les femmes n'ont pas vraiment de désir, hors mariage évidemment. Donc alors qu'en vérité, si on est des êtres humains et qu'on a aussi des désirs, des envies, des pulsions parfois. Et d'où cette insulte de salope aussi, posons-le clairement, elle a plusieurs relations sexuelles, ou même elle a des relations sexuelles, c'est une salope. Oui, il y a une inégalité par rapport à ça au niveau des femmes et des hommes. Parce que l'équivalent, c'est Don Juan, quoi, pour un mec. Beau gosse, Don Juan. Ouais, bon gosse, Don Juan, c'est ça. Une nana qui fait ça, c'est catégorisé salope direct. Et d'ailleurs, je vous entendais parler du porno. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui regardent. Moi, je suis déjà passée dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà passés dessus. Est-ce que vous auriez un disclaimer à faire par rapport au porno? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent à regarder ça avant même de pratiquer. C'est pas grave. Il y en a qui regardent Fast and Furious, ils ont pas le permis ni le code. Hein. Oui. Non mais c'est vrai. Non, le porno, à quoi ça sert? En fait, c'est ça, se poser cette première question-là. À quoi si ça sert à apprendre la sexualité, là, forcément, ça va poser des problèmes. Si on regarde un porno et qu'on dit, il faut que je lui tire les cheveux, que je la force à une fellation, qu'il faut qu'il y ait masturbation après, machin. Qu'il faut qu'elle crie beaucoup, sinon elle prend pas de plaisir. Ouais, que je lui éjacule sur le visage. Effectivement, ça va poser problème parce que le risque, c'est quoi? C'est l'agression sexuelle, c'est tout ça. Ouais. C'est l'incompréhension, c'est... Mais si on dit, le porno, ça sert à quoi? À prendre du plaisir, juste à kiffer, 2, 3, 4, J'aimais bien la comparaison avec Fast and Furious parce que je me dis finalement, même quand on a le permis et même quand on fait l'amour, c'est pas forcément la même chose que dans le film. On va pas forcément faire des cascades, des explosions de dingue quand on conduit une voiture. On utilise beaucoup cette image-là. Non mais c'est vrai, on utilise vraiment beaucoup ça. Parce que t'as pas une Clio, parce que je te jure. Moi j'en fais des cascades. Non mais c'est vrai, quand on n'apprend pas à faire l'amour en regardant du porno, faut pas oublier que le porno c'est avant tout un genre cinématographique. Un truc qui est très drôle et on encourage les jeunes à faire, c'est regarder les making-of. Un making-of de porno, mais il n'y a rien de moins glamour, quoi. Il y a un caméraman qui est juste à côté de toi pendant que tu bouges. Non mais du coup c'est cool de retenir que c'est pas... faut éviter d'y aller dans un but éducatif, d'apprendre comment faire, mais plus dans le j'ai envie de kiffer et juste de regarder ce qui s'y passe et... C'est ça, et que c'est pas une honte non plus d'aller regarder ce qui s'y passe. Quoi. Mais non, pas du tout. Peu importe la catégorie qu'on va regarder. Aussi, parce qu'il y a tout ce qui est légal. Tout ce qui est légal. Mais on a le droit de prendre du plaisir là, dans ce qu'on voit, dans différentes catégories, parce que son pote aime telle personne qu'on va obligatoirement regarder telle image identique. En fait, le porno, c'est juste un fantasme mis en image. Mais du coup, ça peut aussi interroger sur quel type de fantasme on aime, quel type de fantasme sont représentés, parce que dans les sites porno, en général, ce qui est en première page, c'est sur les mêmes choses, c'est une femme qui est soumise, alors un homme qui est du coup dominant, c'est aussi hétérosexuel, blanc, avec des corps parfaits, des pénis énormes, des seins incroyables. Toute la vraie vie, la vraie Mais en fait, il faut pas oublier qu'ils sont des acteurs, quoi, tout simplement. Oui. Et que comme dans tout film, c'est un fantasme, c'est faux, c'est écrit, c'est scripté. Même dans ces cas-là, en termes, je pense que toi, mais moi, on dit souvent, ouais, mais les amateurs, eux, c'est des vrais. Mais non, les amateurs aussi, ils sont là pour faire de l'argent. Et dans tous les cas, ils ont discuté avant de poser la caméra ou d'avoir leur pote qui tient la caméra. Ils ont discuté avant de ce qu'ils voulaient faire dedans, parce que l'important, c'est que tout le monde se sente bien et s'y amuse. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, à partir du moment où tu allumes la caméra, c'est que tu sais, en fait, de toute façon, qu'il y a la caméra, en fait. Donc, pour moi, ça fait partie de ces scriptés, quoi qu'il arrive. Quoi. Mais oui, ça biaise forcément le naturel. En fait. C'est clair. Il existe une catégorie de porno un petit peu plus éthique, ce qu'on appelle le porna. Ok. Du coup, un peu plus féministe, un peu plus éthique aussi. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, à aller regarder. Carrément. Je connaissais pas. Moi non plus. Bien, moi, juste que tu précises quand tu as dit le porno légal, juste dire qu'est-ce qui n'est pas légal, comme ça, au moins. Ouais. Alors, ce qui n'est pas légal dans les pratiques sexuelles, tout ce qui est pédocriminalité, tout ce qui est zoophilie avec les animaux, et nécrophilie avec les personnes qui sont décédées. C'est tout. Après, le monde du porno est grand et vaste. Du coup, je vais passer à la prochaine question. Je suis très jalouse et je fouille dans le téléphone de mon copain. Est-ce grave? Très jalouse et dans le téléphone de son copain, et c'est quand même pas super chouette parce que le téléphone de son copain, il est à son copain. Et normalement, vu que c'est à lui, on n'a pas le droit de fouiller dans les affaires qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est quand même pas super cool. Après, pourquoi elle est jalouse? Dans ces cas-là, c'est pas tant le est-ce que ce que j'ai fait est grave, mal, pas bien, c'est pourquoi je le fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter? Parce que c'est aussi, il me semble qu'en la vie, je crois pas que ce soit légal non plus de fouiller dans les affaires. T'es pas destinataire, tu n'as pas à recevoir des choses ou à lire des choses. Donc tu même si la personne t'a donné son mot de passe. C'est ce que j'avais dit. Ouais, en fait, nous, il y a eu un couple de jeunes qui nous ont parlé de ça. Ouais. Les deux sont au courant que les deux, des fois, regardent sur les comptes de l'un et l'autre. Et en fait, ils sont donnés les mots de passe. Et des fois, ils changent de mot de passe. Mais bon, à partir du moment où ils se le redonnent, ils savent que l'autre peut y accéder.
du coup lit les messages. Ouais, mais du coup, les deux sont d'accord et savent que l'un. Ouais, c'est ok. Si les deux sont d'accord et c'est comme ça qu'ils gèrent leur jalousie et leurs propres sentiments et qu'ils ont trouvé à deux un terrain d'entente, c'est ok. Eux aussi, ça n'a pas été discuté et consenti par les deux. Discuter, Ouais. c'est pas consenti, c'est pas réciproque. Parce que là, ce qui peut rapidement glisser vers des situations où la relation est asymétrique et l'un contrôle l'autre. Et ce n'est pas forcément ce qu'on désire car c'est. Dans Par l'intimité, exemple, tout à fait. Mais ce qu'on peut lui répondre, c'est que si elle a besoin aussi de parler de sa jalousie à elle, c'est possible de venir en discuter et de vouloir comment on peut réagir différemment tout en ayant conscience que ce sentiment de jalousie, il est là. Mais comment on fait? C'est présent et maintenant il faut juste voir comment on va décider de le gérer. Et Exactement. Voilà. de le Parce que la jalousie, on n'est pas sur un problème de confiance en l'autre, on a un problème de confiance en soi, en fait, clairement. Donc ça se travaille. Prochaine question. Toutes mes copines sont en couple, mais moi je n'arrive pas à trouver quelqu'un et je me sens un peu nulle à cause de ça. Ouais, je trouvais ça un peu. Je trouvais ça très triste quand j'ai lu ça parce que Vous voyez, comme celle pour. J'ai 16 ans et j'ai un copain, c'est normal de vouloir commencer à vouloir explorer le corps de l'autre. Mais en fait, chacun sa temporalité. À chaque âge de la vie, il y aura des pressions différentes. Donc quand on est jeune, c'est être en couple, embrasser, faire la première fois. Ensuite, c'est emménager avec quelqu'un. Ensuite, c'est avoir des enfants, se marier. Parfois, c'est prévoir pour sa retraite. Chacun a ses propres pressions, entre guillemets, avoir des relations très spécifiques. Mais en fait, c'est chacun son rythme. Et le problème des relations, c'est que le problème et le bonheur, c'est qu'il faut être deux et que les deux soient d'accord pour que ça se passe. Et parfois, les rencontres, c'est complexe, quoi. Donc, Effectivement, puis ça peut être un peu déstabilisant quand on est aussi en pleine période d'adolescence, en pleine recherche identitaire, d'avoir toutes ces copines ou tous ces copains qui mènent cette vie qu'on a envie d'avoir. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Tout arrive à un moment donné. Quand les deux sont d'accord, je comprends exactement ce que tu viens de dire, mais tranquille. Faut pas se mettre la pression et c'est pas très grave et ça arrivera si on en a envie un jour. parce Et qu'en ça a plus- le droit de te gêner de rester avec tes potes parce qu'elles sont avec leurs copains ou leurs copines. Ça a le droit de te gêner et tu as le droit de poser tes propres limites si ça te fait du mal aussi. Ouais, puis des fois c'est pas facile parce que quand on a cette place-là, on est la bonne copine quand on entend tout ce qui se passe dans les couples de tout le monde. Du coup, on se dit, mince, moi je passe à côté de peut-être quelque chose. Ouais. En fait, non, comme tu viens de le dire, les choses arrivent à point nommé et juste. Après, c'est sûr que si ça la dérange, et ben peut-être Et après, avoir un autre cercle qui peut-être Exactement. est dans d'autres dynamiques. Et... Ces situations-là, elles peuvent être gênantes à n'importe quel âge aussi, en fait. N'importe qui peut avoir envie d'une relation, comme n'importe qui peut ne pas avoir envie d'une relation. C'est lui aussi ok. Oui. Adolescent, adulte, vieux, ça n'a pas d'importance. Oui, parce que moi j'étais dans l'autre cas. Moi j'étais cette jeune-là, mais qui clairement je voulais de personne. Moi, Et personne ne comprenait pourquoi je ne voulais de personne. Donc, Comme quoi, c'est tout différent. ouais, non, mais c'est ça. Ensuite, ah oui, c'est vrai que cette question-là, elle nous avait un peu interpellés. C'est pareil, on avait discuté avec des jeunes, et dont une qui nous disait: des choses me dérangent dans ma relation, mais je n'ose pas en parler avec la personne. Quel conseil pourriez-vous me donner? En fait, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite, parce qu'effectivement, c'est du cas par cas. Et le fait est que si les choses dérangent dans la relation, ça concerne la relation, et si elle ne peut pas en parler dans la relation, il n'y a pas moyen d'améliorer. Camille ne pourra jamais savoir que je n'aime pas les spaghettis si je lui dis pas que j'aime pas les spaghettis, donc à chaque fois que je vais la voir, elle me prépare 4 kilos de spaghettis alors que j'en veux pas. Et tant que je lui ai pas dit que j'aime pas ça, elle n'est pas omnisciente, elle peut pas tout savoir pour moi, quoi. Donc c'est aussi ma responsabilité. Alors il se peut aussi par contre que Camille me fasse un peu peur, je peux lui dire que je n'aime pas ses spaghettis, mais dans ces cas-là, est-ce que je veux vraiment rester en relation avec Camille? C'est la question, quoi. Ouais, du coup, de tenter de comprendre déjà pourquoi on n'ose pas en parler, et après peut-être, avec ses mots à elle, de trouver une... Ouais, puis il y a d'autres moyens. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ou alors de partir sur d'autres techniques, l'écriture, Les SMS, des snaps, enfin... les chansons. Ouais. Je sais pas si c'est toujours autant comme ça, mais moi je sais que quand j'étais jeune, c'est pas il y a si longtemps non plus, on se disait que il y avait un côté lâche au fait d'envoyer un SMS au lieu de le dire en face quand on était en couple. Et moi au contraire, en effet, je trouve que c'est bien parce que des fois c'est hyper dur en fait de dire ce qu'on a sur le cœur et c'est normal que ce soit au sein d'une relation ou pour autre chose, de dire quelque chose à son parent ou peu importe en fait. Il y a des choses qui sont difficiles et du coup qui en face sont difficiles. On va pas forcément dire tout ce qu'on a envie de dire, on va pas forcément le dire comme on nous voudrait le dire. On peut devenir émotionnel et se mettre à pleurer et puis pouvoir parler. Et du coup, en effet, de pouvoir mettre en place d'autres techniques, SMS, lettres, chansons, poèmes, dessins, peu importe. Mais ou notes qu'on lira plus tard, parce que du coup, ça permet de retravailler, de bien faire attention à ce qu'on va dire, parce que parfois les mots sont super importants et on veut pas faire mal à l'autre ou se mettre en mal à soi. Il y en a qui même écrivent des textes qui vont lire à la personne Devant, directement. ouais, tout à fait. Ouais. Après, peu importe la méthode, peu importe comment les autres le perçoivent, lâche ou pas lâche, tout s'explique aussi. Écoute, je me sentais pas super à l'aise, donc je préférais t'écrire ces petits mots parce que là, je suis émotionnellement pas très stable ou je sais pas. Je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien, tout simplement. Tout s'explique et peu importe comment les autres le perçoivent, à partir du moment où ça me fait du bien aussi.
En fait, c'est du bien de le dire et aussi réduire aussi le mal qu'elle ressent, parce que du coup, si ces choses la dérangent, si elle n'en parle pas, ça continuera, quoi. Et parfois, ça risque même de s'améliorer. J'arrive à me faire une boulette avec de la viande alors que je suis végétarienne, par exemple. Enfin, c'est spaghetti, par exemple. Oui, c'est aussi penser à son bien-être à soi et à quelle limite on veut se mettre là-dedans. Ouais, jusqu'à quand on est capable d'accepter ce mal-être-là. Et du coup, une dernière question des jeunes, avant de passer à la petite question de prévention, c'était de savoir si vous connaissiez les réponses pénales qu'il y avait en cas de viol ou d'agression sexuelle. Alors, avant les réponses pénales, en général, il faut d'abord commencer par la base, c'est-à-dire aller porter plainte. C'est déjà une étape importante qui n'est pas fréquemment faite. Parce que ça reste un moment qui peut être douloureux. Porter plainte, ça veut dire raconter ce qui s'est passé en détail. Est-ce que la police a le droit de refuser? Alors non, la police n'a pas le droit de refuser aucun dépôt de plainte, ni la police ni la gendarmerie. Ce n'est pas légal. Si jamais c'est le cas, allez dans une autre gendarmerie, dans un autre commissariat, prenez bien le numéro de la plaque de la personne, il faut la signaler auprès de sa hiérarchie, car ce n'est pas normal du tout. Ouais, il y a des associations qui peuvent accompagner aussi dans le dépôt de plainte, parce que des personnes qui ont besoin de cet accompagnement, je pense à la France Victime 37, qui ont au centre de vie du Sanitas également, et qui ont des permanences dans plusieurs commissariats où on peut être accompagné pour déposer plainte. Avec des personnes qui sont formées du coup à l'accompagnement des victimes. On peut déposer plainte aussi quelques temps après. Il y a un délai de prescription, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de porter plainte tout de suite après, dès le lendemain. Je me souviens plus de combien de temps c'est dans le cadre des viols, en tout cas c'est certainement plusieurs années, ça c'est sûr. Viol et agression sexuelle, c'est forcément plusieurs années. J'ai plus les années précises, mais... C'est 20 ans. Pardon ? 20 ans 20 ans ? Oui. Bah voilà, 20 on a ans. 20 ans pour porter plainte après les faits. Donc, et les réponses pénales en tant que telles, dans la loi, il est inscrit que c'est de la prison. C'est 7 ans d'emprisonnement, il me semble, pour un viol. 7 ans, non ? Dans la loi, en fait, c'est la partie la plus haute de ce qui est répréhensible pénalement, parce que le viol est considéré comme un crime. Donc c'est vraiment la partie la plus haute, donc c'est 7 ans et une peine d'amende, je ne dirais pas du tout le chiffre, parce que je ne l'ai pas, moi. Non, plus, je l'ai pas souvent. Mais en tout cas, c'est important de différencier bien un viol. Et en fait, le viol, c'est quand il y a pénétration d'un orifice, la bouche, le vagin ou l'anus, par une partie du corps ou un objet. Tout ce qui va être attouchement sexuel, c'est quand il n'y a pas de consentement, mais qu'on va aller toucher les parties du corps sans pénétration. Donc c'est bien différencié. Absolument. Et l'agression sexuelle, c'est un délit. Du coup, ça n'a pas la même valence. Et ce n'est pas de la faute de la personne. Non plus. Ce n'est jamais la faute de la victime. Et il existe des numéros d'écoute. Parce que par exemple, quelqu'un qui suit ça, qui est seul, qui a pas trop d'entourage ou quoi, et qui sait pas par où commencer ou par où s'y prendre, est-ce qu'il y a juste quelqu'un qu'on peut appeler qui va me dire bah là, ça serait bien de commencer par ça, ou peut nous accompagner, ou en tout cas nous écouter dans ce moment de détresse Alors déjà, écoute, on se planifie automatiquement, on écoute. Sexualité et violence, c'est quand même nos grands pôles, donc on est les premiers. Et puis, comme l'a dit Camille au tout début, on fait aussi beaucoup de réorientation. Ouais. On est partenaire avec beaucoup d'associations sur le département et parfois même sur des grosses structures qui sont en France, genre France Victime, il n'y en a pas qu'à Tours, mais dans les locaux, il y a un local de France Victime. Donc on peut réorienter les gens vers des accompagnements de prise en charge traumatique, traumatologique, et des prises en charge aussi légales. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui ne souhaite pas coucher avec son copain, sa copine, mais qui n'ose pas lui dire, ou qui pourrait avoir honte d'en parler? Il n'y a pas tant de conseils à donner. Alors, le conseil serait donné par rapport à quoi? Par rapport au fait de réussir à en parler ou de trouver un moyen pour en discuter? Parce que le fait de ne pas avoir envie de coucher avec quelqu'un, tout à fait normal, hein. C'est pas un problème du tout. Chacun a ses propres limites, ses propres envies. Et même si on est en couple depuis 15 ans, parfois on veut paniquer, et c'est pas grave. Ouais. Mais oui, non mais complètement, c'est ok. C'est ça. Après, avoir honte d'en parler, ça peut se comprendre, car du coup ça touche tout ce qui est encore une fois intime, sexuel, et parfois dire qu'on n'a pas envie, ça peut être aussi complexe que dire qu'on en a envie. Les deux cas de figure peuvent être parfois complexes. Après, c'est vrai que des fois dans une relation il y a des personnes qui sont plus près que d'autres, ton conjoint ou ta conjointe qui va vraiment en avoir envie, et toi tu te rends compte que non, t'en es pas trop à l'âme, mais en même temps tu te dis ça se trouve il va partir, ou ça se trouve il va plus après vouloir, et c'est là où je me dis comment on fait pour en parler, parce que en même temps t'as pas envie de lui dire non, parce qu'il va se dire ça se trouve c'est moi, je me plais pas, non, j'ai déjà cette question, arrête de m'en poser. Donc si on se force à si on s'oblige à avoir une relation sexuelle par peur que l'autre s'en aille ou par peur que l'autre aille voir ailleurs, ça peut prendre différents aspects, c'est que déjà on n'est pas dans une relation qui va être posée sur des bases saines. On ne peut pas se forcer à faire quelque chose qui est la base du consentement pour soi. On ne peut pas se forcer à faire quelque chose pour garder l'autre. Ça correspond sinon à une pression morale, en fait. C'est si on ne fait pas l'amour, moi je te quitte. Ou si c'est une peur, j'ai peur que si je ne fais pas l'amour avec lui ou elle,
il ou elle va me quitter. En fait, c'est aussi une pression morale qu'on se pose à soi-même, donc faut arrêter, faut se poser, faut en discuter, réussir par les moyens qu'on a évoqués tout à l'heure, donc par SMS, par des chansons, tenter de trouver des alternatives pour en discuter. Et si jamais ça devait se passer, ce n'est pas normal, parce qu'à partir du moment où on ne veut pas faire quelque chose, on n'a pas à le Et faire. c'est ce que tu disais tout à l'heure, si personne ne l'accepte pas en face, est-ce que vraiment on a envie de rester dans cette situation avec cette personne en fait? Bah C'est ouais. aussi se poser cette question-là. Clairement, parce que le sexe, c'est avant tout du plaisir, quoi. Comme vous pouvez le voir au changement de qualité du micro, on a complètement oublié de terminer la discussion. Les échanges étaient tellement riches qu'on a poursuivi en dehors de l'enregistrement. Mais on tenait à remercier fortement le planning familial d'avoir participé à cet échange qui a été rempli de bienveillance, d'écoute et d'attention pour à la fois nos questions, notre travail et les questions des jeunes. Donc un grand merci à Camille et à Julie pour leur intervention. Et n'hésitez pas à aller retrouver le planning familial sur leur permanence à Loches, ainsi que sur Tours si vous êtes plus proche de l'un ou de l'autre, et à continuer à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager le podcast, et je vous retrouve sur un prochain podcast. À très bientôt!